Le gardien de sécurité a à peine levé les yeux de son journal lorsque John Williams est passé devant les portes vitrées étincelantes de la Meridian Financial Tower. Ses bottes usées grincèrent sur le sol en marbre poli qu'il traversait. Les costumes coûteux, portant de légères traces de la pluie matinale, se pressaient au-devant lui, leur conversation sur les rapports trimestriels et les projections du marché créant une symphonie d'ambitions corporatives que John connaissait par cœur. Mais aujourd'hui, c'était différent. Aujourd'hui, le sans-abri, qu'ils avaient l'habitude de voir au coin de la rue, marchait droit vers le cœur de leur monde. Anne Jones était en retard pour la présentation la plus importante de sa carrière. Les portes de l'ascenseur se refermaient lorsqu'elle l'aperçut, cette silhouette débraillée qui appuyait frénétiquement sur le bouton. Son instinct lui disait de laisser les portes se fermer afin d'éviter la rencontre inconfortable qui s'ensuivrait inévitablement. Mais quelque chose dans son regard, un désespoir tranquille mêlé de détermination, la poussa à appuyer sur le bouton d'arrêt. Elle le regretta immédiatement lorsqu'elle fut assaillie par une odeur mêlant vêtements sales et savon bon marché provenant des toilettes publiques. « Merci », dit John d'une voix étonnamment raffinée qui la prit au dépourvu. « 42e étage, s'il vous plaît. » Le doigt d'Anne hésita au-dessus du panneau de commande. Le 42e étage abritait les bureaux de la direction de l'une des sociétés d'investissement les plus prestigieuses de la ville. Il devait y avoir une erreur. Elle le regarda à nouveau, remarquant sa veste déchirée, le carton glissé sous son bras sur lequel était écrit « Tout don est le bienvenu » et le sac en plastique contenant ce qui semblait être ses seules possessions. Mais il se tenait droit, le regard fixe, et lorsqu'il reprit la parole, sa voix avait une autorité qui semblait dominer l'espace autour de lui. « J'ai rendez-vous avec Jonathan Blackstone à 10h30. » Ce nom frappa Anne comme un coup physique. Jonathan Blackstone était l'associé fondateur de Blackstone and Associates, un homme dont la fortune se chiffrait en milliards, dont les décisions pouvaient faire ou défaire des industries entières. L'idée que cet homme sans abri ait rendez-vous avec lui était si absurde qu'elle frôlait le surréel. Pourtant, quelque chose dans la façon dont John l'avait dit, la familiarité désinvolte avec laquelle il avait prononcé ce nom, la poussa à appuyer sur le bouton malgré tout. L'ascenseur monta dans un silence inconfortable. Anne se surprit à jeter des regards furtifs à son compagnon inattendu, essayant de concilier ce qu'elle voyait avec ce qu'elle entendait. Elle remarqua que ses mains étaient propres malgré son apparence. Ses ongles étaient découpés et il y avait une marque de bronzage estompée sur son annulaire, là où une alliance avait autrefois reposé. Ces petits détails ne correspondaient pas à l'image qu'elle s'était faite de lui. Lorsque les portes s'ouvrirent au 42e étage, Anne s'attendait à ce que la sécurité intervienne immédiatement. La réception témoignait d'une richesse discrète, tout en cuir crème et acajou, avec des peintures abstraites qui coûtaient probablement plus cher que le salaire annuel de la plupart des gens. La réceptionniste, une femme dont le maquillage était appliqué avec une précision chirurgicale, leva les yeux de son écran d'ordinateur et se figea. « Je suis ici pour voir Jonathan », dit John en s'approchant du bureau avec l'assurance de quelqu'un qui était à sa place. « John Williams, il m'attend. » La formation de la réceptionniste prit le dessus, son sourire professionnel ne faiblissant pas, malgré la confusion évidente dans ses yeux. Elle décrocha le téléphone, ses doigts manucurés composant un numéro avec une efficacité acquise par l'habitude. Anne s'attarda près de l'ascenseur, fascinée par la scène qui se déroulait devant elle. Elle savait qu'elle devait partir, retourner à son étage et à ses propres problèmes, mais quelque chose la maintenait clouée sur place. « Monsieur Blackstone », dit la réceptionniste au téléphone, la voix soigneusement modulée. « John Williams est ici pour vous voir. Il dit qu'il a rendez-vous. » Il y eut un silence, et Anne vit l'expression de la femme passer d'une confusion polie à un véritable choc. « Oui, monsieur. »« Tout de suite, monsieur ?» Elle raccrocha le téléphone et se leva, son sang-froid se fissurant juste assez pour révéler la perplexité qui se cachait derrière. « Monsieur Williams, veuillez me suivre. Monsieur Blackstone va vous recevoir immédiatement. » La traversée du couloir ressemblait à un voyage dans un autre monde. Les murs étaient tapissés de photos de Blackstone serrant la main de président, de premier ministre et de capitaine d'industrie. Des trophées en cristal brillaient sur des étagères en acajou, chacun représentant des millions de dollars de transactions réussies. John traversa ce défilé de richesse et de pouvoir avec l'aisance de quelqu'un qui avait déjà emprunté ce chemin à de nombreuses reprises. Le bureau d'angle était un monument à la réussite. Les baies vitrées offraient une vue panoramique sur les toits de la ville et le bureau en acajou qui dominait la pièce était plus grand que la plupart des appartements.
Derrière lui était assis Jonathan Blackstone, un homme aux cheveux argentés dont le costume sur mesure coûtait probablement plus cher que ce que beaucoup de gens gagnaient en un mois. Lorsqu'il vit John, son visage exprima une série d'émotions qu'Anne ne parvint pas à déchiffrer depuis sa position près de la porte. « John » dit Blackstone en se levant de sa chaise. Sa voix trahissait un mélange de surprise, d'inquiétude et de quelque chose qui pouvait être du soulagement. « Mon Dieu, que vous est-il arrivé ?» « Bonjour Jonathan » répondit John, et Anne remarqua que le ton respectueux auquel elle s'attendait était totalement absent de sa voix. Au contraire, il y avait une subtile autorité dans sa façon de parler, comme s'il était celui qui accordait l'audience plutôt que celui qui la recevait. « Je pense que nous devons parler. » Anne réalisa qu'elle était témoin de quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui défiait toutes les hypothèses qu'elle avait formulées sur la richesse, le pouvoir et les barrières invisibles qui séparaient les différentes classes sociales. Le sans-abri avec lequel elle avait partagé à contre-cœur l'ascenseur s'adressait à l'un des hommes les plus puissants du monde financier comme à un égal, voire comme à un supérieur. Blackstone désigna les fauteuils en cuir disposés autour d'une petite table de conférence près des fenêtres. « Asseyez-vous, je vous en prie. Je vous offre quelque chose? Du café? De l'eau ?» La sollicitude dans sa voix était sincère, le genre d'inquiétude qui suggérait une relation bien plus profonde que la simple courtoisie professionnelle. « Juste des réponses, Jonathan, » dit John en s'installant dans le fauteuil avec une lassitude qui semblait aller au-delà de la simple fatigue physique. « Je suis parti pendant 18 mois. J'ai besoin de savoir ce qu'il est advenu de tout ce que j'ai construit. » Les mots restèrent suspendus dans l'air comme un défi, et Anne se surprit à retenir son souffle en attendant la réponse de Blackstone. Elle savait qu'elle aurait dû partir, qu'elle s'immisçait dans quelque chose de profondément privé. Mais l'attraction magnétique du drame qui se déroulait la maintenait figée sur place. Quoi qu'il se passe ici, cela réécrivait tout ce qu'elle pensait savoir sur le monde et les gens qui l'habitaient. Les doigts de Blackstone tambourinaient sur la table en acajou, une habitude nerveuse qui semblait en contradiction avec son attitude habituellement posée. « John, quand tu as disparu, quand la police a trouvé ta voiture sur ce pont, nous avons tous pensé… » Il s'interrompit, cherchant ses mots, qui avaient été manifestement un poids énorme. « Tout le monde pensait que tu étais mort. Plus de 3000 personnes ont assisté à la cérémonie commémorative. Le maire a pris la parole. Le gouverneur a envoyé un représentant. Une cérémonie commémorative, répéta John, avec une pointe d'amusement dans la voix, comme s'il parlait de la vie de quelqu'un d'autre. Quelle attention! Je suppose que l'entreprise a continué à fonctionner en mon absence? La question fut posée avec une telle autorité désinvolte qu'Anne sentit sa compréhension de la situation changer une fois de plus. Ce n'était pas n'importe quel sans-abri qui avait réussi à entrer dans le bureau d'un milliardaire. La façon dont il parlait de l'entreprise, le ton possessif de sa voix suggérait qu'il en était le propriétaire plutôt que l'employé. Le conseil d'administration a activé les protocoles de succession, expliqua Blackstone, son malaise devenant plus évident à chaque mot. Votre frère Thomas a pris le contrôle de la fondation. Le portefeuille d'investissement a été gelé en attendant la résolution juridique de votre succession. Mon frère, dit John, et sa voix prit alors un ton qu'elle n'avait pas auparavant. Intéressant. Et je suppose qu'il a été un gestionnaire compétent de tout ce que j'ai mis 30 ans à construire. L'hésitation de Blackstone en disait long avant même qu'il n'ouvre la bouche. Thomas a apporté des changements importants à la structure opérationnelle. Les dons caritatifs ont été considérablement réduits. Plusieurs des petits fonds d'investissement ont été liquidés. Il s'est concentré principalement sur les participations principales. Les participations principales, répéta John, sa voix devenant plus froide à chaque syllabe. Vous voulez dire celles qui sont rentables, celles qui génèrent les rendements sociaux les plus élevés et les moins élevés, avec la responsabilité qui y est attachée. Anne observait cet échange avec une fascination et une confusion croissante. Le sans-abri discutait des opérations commerciales avec le genre de connaissances détaillées qui provenaient d'une implication intime. Plus encore, il en parlait avec l'autorité de quelqu'un qui les avait créés, façonnés et qui les voyait maintenant démantelés par quelqu'un d'autre. « John, tu dois comprendre », dit Blackstone en se penchant en avant avec une urgence qui suggérait que leur relation était bien plus complexe qu'un simple accord commercial. « Quand tu as disparu, quand nous pensions que tu étais parti, Thomas était légalement dans son droit. Le plan de succession que tu as mis en place il y a des années, le plan de succession concernait ma mort, Jonathan, pas mon absence temporaire. » L'interrompit John, et le ton d'acier de sa voix trancha l'atmosphère luxueuse du bureau comme une lame.
Je suis bien vivant. Le silence qui suivit était lourd de sens. Anne se surprit à essayer de comprendre ce qu'elle entendait, à assembler les pièces du puzzle pour que tout ait un sens. Un sans-abri qui parlait avec l'autorité d'un propriétaire. Un milliardaire qui le traitait avec déférence et sollicitude. Un plan de succession qui avait été activé prématurément. Il y a autre chose, dit finalement Blackstone, sa voix se réduisant à un murmure, Thomas étant pourparlers avec Meridian Capital au sujet d'une acquisition potentielle. Il prétend que c'est ce que vous auriez voulu, un moyen d'assurer la stabilité future de l'entreprise. L'effet de ces mots sur John fut immédiat et spectaculaire. L'autorité décontractée qu'il avait maintenue tout au long de la conversation disparut, remplacée par quelque chose de beaucoup plus dur, de beaucoup plus dangereux. Lorsqu'il reprit la parole, sa voix trahissait une sorte de rage silencieuse qui précède les tempêtes. « Il vend mon entreprise ». Ces mots ressemblaient davantage à une affirmation qu'à une question, mais leurs implications frappèrent à la pièce comme une force physique. Anne vit le visage de Blackstone perdre toute couleur, ses mains agripper le bord de la table en acajou jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. « Ce n'est pas encore finalisé », dit rapidement Blackstone, sa voix trahissant le ton désespéré de quelqu'un qui tente de désamorcer une bombe. Les discussions préliminaires en sont encore au stade exploratoire. Rien n'a été signé. Thomas prétend qu'il protège l'héritage et qu'il assure la continuité dans un marché incertain. John se leva lentement, ses mouvements délibérés et contrôlés, mais Anne pouvait voir la tension qui s'accumulait dans ses épaules comme un ressort sous pression. Pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontré, la façade du sans-abri semblait se fissurer complètement, révélant quelque chose de plus complexe et infiniment plus puissant. « Protéger l'héritage », répéta John en se dirigeant vers les baies vitrées qui offraient une vue imprenable sur la ville en contrebas. « Dis-moi, Jonathan, qu'a fait exactement mon cher frère avec la Fondation Williams, les refuges pour sans-abri que nous avons financés, les programmes de formation professionnelle, les subventions pour la recherche médicale ?» Le silence de Blackstone était une réponse suffisante, mais John insista, sa voix devenant plus dure à chaque question. Le programme de bourse pour les jeunes défavorisés, l'initiative pour des logements abordables, les projets de dépollution environnementale. Il se détourna de la fenêtre et Anne vit dans ses yeux quelque chose qui lui fit comprendre pourquoi les hommes puissants sollicitaient ses conseils. « Laissez-moi deviner, pas assez rentable pour la vision de Thomas en matière de responsabilité fiscale. » « John, vous devez comprendre la position dans laquelle il se trouvait, commença Blackstone, mais John leva la main pour le faire taire immédiatement. « Je comprends parfaitement, dit John. Mon frère a vu une opportunité de transformer tout ce que j'avais construit en une machine traditionnelle visant à maximiser les profits. Supprimer la responsabilité sociale, éliminer les obligations caritatives et se concentrer uniquement sur les rendements pour les actionnaires. C'est une histoire aussi vieille que le monde des affaires américain. » Anne se surprit à penser à l'homme avec lequel elle avait partagé l'ascenseur quelques minutes plus tôt. Le panneau en carton, le sac en plastique contenant ses possessions, l'odeur du savon des toilettes publiques. Comment quelqu'un pouvait-il passer du sommet des conseils d'administration à dormir dans la rue? Quel genre de catastrophe pouvait réduire un milliardaire à mendier quelques pièces? « Où étais-tu, John ?» demanda Blackstone, la douleur véritable dans la voix. « 18 mois. Nous t'avons cherché partout. Les gardes-côtes, des détectives privés, les agences fédérales, ta voiture a été retrouvée sur le pont Riverside avec ton portefeuille et ton téléphone à l'intérieur. Il y avait du sang sur le volant. » John retourna s'asseoir mais resta rigide sur le qui-vive. « J'ai appris, dit-il simplement, j'ai appris ce que signifie ne rien avoir. J'ai appris ce que l'on ressent lorsque la société vous ignore comme si vous n'existiez pas. J'ai appris comment les systèmes que j'ai créés pour aider les gens fonctionnent réellement du point de vue de ceux qui en ont le plus besoin. » « Vous avez choisi de disparaître, dit Blackstone, et ce n'était pas une question. J'ai choisi de comprendre, corrigea John. Savez-vous ce que c'est que de dormir dans une entrée d'immeuble quand il pleut, Jonathan? Savez-vous ce que l'on ressent quand des agents de sécurité vous suivent dans un magasin parce qu'ils pensent que vous allez voler quelque chose? Comprenez-vous l'humiliation de faire la queue pour un repas dans une soupe populaire, sachant que la personne qui vous sert ne vous considère que comme une bouche de plus à nourrir? La franchise brute de sa voix traversa le bureau opulent comme une confession. Anne réalisa qu'elle était témoin de quelque chose d'inédit, un milliardaire qui avait volontairement rejoint le monde des démunis, non pas en tant que touriste ou chercheur, mais en tant que véritable participant à la lutte pour la survie. « Mais pourquoi ?» demanda Blackstone, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « Pourquoi vous infligez cela ?
Pourquoi nous faire croire à tous que vous étiez mort ?» John resta silencieux pendant un long moment, le regard fixé sur quelque chose au-delà des fenêtres, au-delà de la ligne d'horizon de la ville, peut-être même au-delà du moment présent. Lorsqu'il reprit la parole, sa voix portait le poids d'une sagesse durement acquise. « Parce que j'ai réalisé que je vivais dans une bulle, dit-il. Je prenais des décisions sur la pauvreté, le sans-abrisme et la justice sociale depuis le confort de mon bureau dans un penthouse. Je signais des chèques et me sentais bien dans ma peau sans jamais vraiment comprendre les problèmes que j'essayais de résoudre. Je jouais à la philanthropie comme s'il s'agissait d'un hobby, d'une déduction fiscale avec une bonne valeur en termes de relations publiques. Il se leva à nouveau, mais cette fois, ses mouvements étaient moins agités, plus déterminés. Il y a 18 mois, j'ai assisté à une réunion du conseil d'administration où nous avons discuté de la réduction du financement du refuge du centre-ville parce que les résultats trimestriels étaient inférieurs aux objectifs prévus. Je me suis assis dans un fauteuil en cuir qui valait plus que le revenu annuel de certaines personnes et j'ai écouté des cadres en costume à 1 000 $ débattre pour savoir si les familles sans abri méritaient d'être chauffées pendant les mois d'hiver. Anne a senti un frisson lui parcourir l'échine alors que l'image devenait plus claire. Ce n'était pas seulement l'histoire d'un milliardaire disparu, il s'agissait d'un homme qui avait tout quitté pour découvrir qui il était vraiment, dépouillé de sa richesse et de ses privilèges. Cette nuit-là, j'ai pris ma voiture pour me rendre au pont Riverside, a poursuivi John. Je me suis tenu là, à regarder l'eau, en pensant à quel point je m'étais éloigné des personnes que je prétendais aider. J'ai réalisé que ma fortune était devenue un obstacle entre moi et une véritable compréhension. J'ai donc mis en scène ma propre mort et tout quitté. Le sang sur le volant, dit Blackstone, comprenant enfin. Une petite coupure à la main, confirma John. Assez pour que cela ait l'air convaincant. J'ai laissé mon portefeuille, mon téléphone, toute mon identité derrière moi et je suis parti en ville avec pour seul bagage les vêtements que je portais. L'audace de cette décision était stupéfiante. Anne essaya d'imaginer le genre de personne capable de renoncer à des milliards de dollars, au pouvoir, à l'influence et au confort pour vivre dans la rue dans le cadre d'une expérience sociale. Le dévouement requis, la force psychologique, la volonté nécessaire pour maintenir une telle supercherie pendant 18 mois. « Et qu'avez-vous appris ?» demanda Blackstone, même si son ton suggérait qu'il n'était pas sûr de vouloir entendre la réponse. John retourna à la fenêtre, son reflet fantomatique se découpant sur la vitre. J'ai appris que le refuge pour sans-abri que j'avais financé servait de la soupe claire et du pain rassis parce que le conseil d'administration privilégiait l'efficacité plutôt que la nutrition. J'ai appris que le programme de formation professionnelle dont j'étais si fier avait un taux de réussite de 30% parce qu'il se concentrait sur des compétences déjà obsolètes dans l'économie moderne. J'ai appris que l'initiative de logements abordables que je défendais était utilisée par des familles à revenus moyens, tandis que les personnes vraiment désespérées restèrent dans la rue. Chaque révélation était comme un coup physique et Anne voyait Blackstone assimiler les implications de ce que disait John. L'empire caritatif qu'ils avaient bâti ensemble fonctionnait, mais il n'était pas efficace. La différence entre ces deux concepts était la différence entre le succès bureaucratique et l'impact humain. Mais j'ai aussi appris autre chose, poursuivit John, et pour la première fois depuis qu'il était entré dans le bureau, il y avait quelque chose qui ressemblait à de l'espoir dans sa voix. J'ai appris que les problèmes peuvent être résolus, pas depuis une salle de réunion, ni à travers des rapports trimestriels et des plans stratégiques quinquennaux, mais par un engagement direct, en comprenant les besoins réels des personnes concernées. Il se retourna vers Blackstone, et Anne vit son attitude changer. Le sans-abri qui était entré dans l'ascenseur en traînant les pieds avait disparu, remplacé par quelqu'un qui dégageait une autorité tranquille et une sagesse durement acquise. « J'ai appris que mon frère détruit tout ce que j'ai passé ma vie à construire, » dit John, sa voix portant le caractère définitif d'un juge prononçant une sentence. « Et j'ai appris que je ne suis pas mort, ce qui signifie que le plan de succession qu'il met en œuvre est complètement invalide. » Les implications de cette déclaration semblèrent frapper Blackstone d'un seul coup. Son visage passa par une série d'expressions, allant du choc à la compréhension, puis à ce qui pouvait être de la peur. « John, si vous êtes en vie, si vous pouvez prouver votre identité, alors Thomas n'a aucune autorité légale pour vendre l'entreprise. Toutes les décisions qu'il a prises au cours des 18 derniers mois pourraient être contestées devant les tribunaux. »« Pourraient être contestées, » répéta John, et son sourire avait quelque chose de presque prédateur.
seront contestés à partir d'aujourd'hui. Le poids de la déclaration de John s'abattit sur le bureau comme un linceul. Anne regarda le masque impassible de Blackstone se fissurer complètement, révélant la panique qui s'était accumulée sous la surface. Ses mains tremblaient lorsqu'il tendit la main vers son téléphone, puis s'arrêta comme s'il réalisait qu'aucun appel ne pourrait défaire ce qui venait d'être mis en marche. « Vous ne comprenez pas ce que vous demandez, » dit Blackstone d'une voix tendue. « Thomas a passé 18 mois à consolider son pouvoir. Il a le soutien du conseil d'administration, la confiance des actionnaires. La fusion avec Meridian Capital n'est plus seulement une transaction commerciale, c'est devenu une stratégie d'avenir. » John s'éloigna de la fenêtre, marchant d'un pas mesuré et délibéré. Malgré son apparence débraillée, il imposait le respect dans la pièce avec une autorité qui semblait émaner de son être même. « Jonathan, j'ai bâti cette entreprise à partir de rien. Je connais chaque contrat, chaque relation, chaque faiblesse de Thomas. Ce que j'attends de toi est simple. J'ai besoin que tu organises une réunion avec le conseil d'administration. »« Une réunion ?» répéta Blackstone, et Anne pouvait entendre l'incrédulité dans sa voix. « John, vous avez été déclaré légalement mort. Vous ne pouvez pas simplement entrer dans une salle de réunion en ayant cette apparence et vous attendre à ce qu'il vous rende le contrôle d'un empire de plusieurs milliards de dollars. » Le silence qui suivit était électrique. Anne se retrouva plaquée contre le mur près de la porte, effrayée à l'idée de bouger, effrayée à l'idée de respirer, effrayée à l'idée de manquer un seul mot de cette confrontation extraordinaire. Elle assistait à la résurrection d'un homme mort, au retour d'un roi sur son trône volé. « Tu as raison, » dit finalement John, et il y avait quelque chose de dangereux dans son accord silencieux. « Je ne peux pas entrer dans cette salle de réunion dans cet état, mais je peux y entrer en étant moi-même. » Il fouilla dans le sac en plastique qu'il portait, et Anne le regarda avec un étonnement croissant sortir des objets qui semblaient complètement en décalage avec son apparence de sans-abri. Un porte-document en cuir, usé mais coûteux. Une montre en argent qui reflétait la lumière comme un feu d'étoile capturé. Un stylo à plumes qui semblait avoir été fabriqué par des artisans plutôt que dans une usine. « Je transporte ces objets depuis 18 mois, » expliqua John en posant soigneusement chaque objet sur le bureau de Blackstone. « Ils me rappellent c'est qui j'étais, ils sont une assurance pour le jour où j'aurai besoin de récupérer ce qui m'appartient. » Blackstone prit la montre et la retourna entre ses mains. « C'est la Patek Philippe que je t'ai offerte pour ton 50e anniversaire. L'inscription est toujours là. À un homme qui construit demain aujourd'hui. » Sa voix était chargée d'émotion, du poids des souvenirs enfouis sous 18 mois de chagrin. « Je n'ai jamais oublié qui j'étais, Jonathan, » dit John. « J'ai simplement appris qui je pouvais devenir. » La transformation était subtile mais profonde. Alors que John redressait les épaules, passait ses doigts dans ses cheveux ébouriffés et attachait la montre à son poignet, Anne pouvait voir le milliardaire émerger de sous son déguisement de sans-abri. Ce n'était pas seulement une question d'accessoires ou de posture, c'était quelque chose de plus profond, quelque chose qui rayonnait de l'intérieur. « Il y a une douche dans ma salle de bain privée, » dit Blackstone, sa voix gagnant en force alors qu'il commençait à comprendre ce qui se passait. « Je garde des vêtements de rechange ici pour les nuitées imprévues. Nous faisons à peu près la même taille. » « Merci, » dit John, mais sa gratitude semblait aller au-delà de la simple offre de vêtements propres. « Jonathan, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Ce que j'ai appris au cours des 18 derniers mois, ce que j'ai vécu, c'est ce qui m'a fait disparaître. Je ne suis plus le même homme que celui qui était sur ce pont. »« Comment cela ?» demanda Blackstone, même si Anne voyait bien qu'il craignait déjà la réponse. John resta silencieux un instant, le regard lointain. J'ai appris que la charité sans compréhension n'est qu'une gestion de la culpabilité. J'ai appris qu'on ne peut pas résoudre la pauvreté en signant des chèques depuis un bureau dans un penthouse. Et j'ai appris que mon frère représente tout ce qui ne va pas dans le système que j'ai créé. Ces mots frappèrent Blackstone comme une force physique. « John, qu'est-ce que tu comptes faire exactement ?»« Je compte reprendre mon entreprise, » dit John. Et sa voix était désormais ferme, avec la détermination qui lui avait permis de bâtir un empire à partir de rien. Mais je ne compte pas la diriger de la même manière. L'homme qui a disparu il y a 18 mois était un philanthrope qui jouait à comprendre la justice sociale. L'homme qui est revenu est quelqu'un qui l'a vécu, respiré, survécu. Anne regarda John prendre le stylo plume, le cliquer une fois, 2 fois, 3 fois. C'était une habitude nerveuse, réalisa-t-elle, quelque chose qu'il faisait lorsque son esprit tournait à plein régime, traitant les possibilités et les stratégies à la vitesse de l'éclair.
La réunion du conseil d'administration, poursuivit John, ne sera qu'un début. Je vais démanteler toutes les décisions prises par Thomas. Je vais reconstruire la fondation caritative à partir de zéro en me basant sur ce qui fonctionne réellement plutôt que sur ce qui fait bonne impression dans les rapports annuels. Et je vais m'assurer que la tentative d'acquisition de Meridian Capital connaisse un échec très public et très coûteux. Blackstone se leva et se dirigea vers son bureau, où il sortit un épais dossier qui semblait n'avoir pas été ouvert depuis des mois. John, avant de prendre des décisions irréversibles, vous devez voir ce qui s'est réellement passé pendant votre absence. Il étala le contenu du dossier sur la surface en acajou. Des états financiers, des documents juridiques, des coupures de journaux et des photographies qui racontaient toute l'histoire d'une entreprise en transition. De là où elle se trouvait, Anne pouvait voir que les chiffres étaient stupéfiants. Le genre de chiffres qui représentait non seulement la richesse, mais aussi le pouvoir à l'échelle mondiale. « Thomas n'a pas seulement maintenu votre empire, dit Blackstone d'une voix soigneusement neutre. Il l'a développé. La valeur de l'entreprise a augmenté de 37% depuis qu'il en a pris le contrôle. La fusion avec Meridian ne consiste pas seulement à vendre l'entreprise, mais aussi à créer le plus grand conglomérat d'investissement de la côte Est. » John étudia les documents avec l'intensité concentrée d'un général examinant des plans de bataille. Ses doigts suivirent les colonnes de chiffres, s'arrêtèrent sur la terminologie juridique, s'attardèrent sur les photos de Thomas serrant la main de politiciens et de chefs d'entreprise. « Impressionnant, dit finalement John, sans aucune émotion dans la voix, Thomas a toujours été doué avec les chiffres. Mais dis-moi, Jonathan, qu'est-il advenu des dons annuels de la Fondation Williams ?» Blackstone hésita, et cette hésitation était une réponse suffisante. Le conseil d'administration a restructuré les obligations caritatives afin d'optimiser l'efficacité fiscale. Le montant total des dons est resté le même, mais l'accent a été mis sur des dons plus importants et plus percutants plutôt que sur des programmes communautaires de moindre envergure. En clair, dit John, en posant l'un des rapports financiers avec un soin délibéré, ils ont supprimé les programmes qui aidaient réellement les gens au profit de dons très médiatisés qui génèrent une couverture médiatique positive. « John, tu dois comprendre ?» »« Je comprends parfaitement, » l'interrompit John, et Anne pouvait entendre la colère monter dans sa voix comme la pression dans une bouilloire. Thomas a transformé le travail de toute ma vie en une machine caritative traditionnelle. De gros dons à des causes prestigieuses, des avantages fiscaux maximaux, un impact réel minimal sur les personnes qui ont le plus besoin d'aide. Il se leva et commença à faire les 100 pas dans le bureau, ses mouvements brusques et agités. La démarche traînante du sans-abri avait complètement disparu, remplacée par la grâce prédatrice d'un homme habitué à prendre des décisions qui affectaient des milliers de vies. « Le refuge pour sans-abri » continua John, sa voix gagnant en intensité à chaque mot. « Celui qui m'a servi de la soupe aqueuse et du pain rassis pendant 6 mois. Combien de fonds a-t-il perdu sous la restructuration de Thomas ?» Le silence de Blackstone s'éternisa, semblant durer une éternité. Finalement, il parle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. 73%. Ce chiffre frappa la pièce comme un coup de feu. Anne sentit son souffle se couper en voyant John assimiler cette information, en voyant ses mains se crisper en poing à ses côtés. « 73%, répéta John, et ses mots sortirent comme une malédiction. Et le programme de formation professionnelle, celui dont j'ai découvert qu'il avait un taux de réussite de 30% parce qu'il enseignait des compétences obsolètes ? Entièrement supprimé, admit Blackstone. Thomas estimait que des dons en espèces directes à des agences pour l'emploi établies seraient du plus efficaces. John cessa d'arpenter la pièce et se tourna vers Blackstone. Lorsqu'il reprit la parole, sa voix trahissait une rage silencieuse qui précède les tremblements de terre. Il a supprimé un programme sans jamais chercher à comprendre pourquoi il ne fonctionnait pas. Il a rejeté la possibilité de réparer quelque chose qui aurait pu aider des milliers de personnes parce qu'il était plus facile de signer un chèque à quelqu'un d'autre et d'appeler cela du progrès. Anne comprit qu'elle assistait à bien plus qu'un simple conflit commercial. Il s'agissait d'un choc fondamental entre deux philosophies complètement différentes de la richesse et de la responsabilité. Thomas représentait l'approche traditionnelle qui consistait à maximiser les rendements et à minimiser les complications. John représentait quelque chose de complètement différent, quelque chose qui avait été forgé au cours de 18 mois passés dans la rue. « Il y a autre chose » dit Blackstone, et sa réticence à continuer était palpable. Thomas a pris contact avec plusieurs membres du conseil municipal au sujet du réaménagement du centre-ville où se concentre la plupart de la population sans abri.
Il a proposé un projet global de rénovation urbaine qui, en substance, déplacerait le problème vers un autre quartier de la ville. L'effet de ces mots sur John fut immédiat et spectaculaire. Il se figea complètement, son corps tendu d'une tension qui semblait remplir tout le bureau. Lorsqu'il reprit la parole, sa voix était si faible qu'Anne dut tendre l'oreille pour l'entendre. « Il essaie de les effacer, dit John. Pas de les aider, ni de résoudre les problèmes sous-jacents, juste de les déplacer ailleurs, là où ils ne seront pas visibles par les gens qui pourraient autrement se sentir obligés de s'en occuper. John, c'est plus complexe que ça. Non, Jonathan, c'est exactement aussi simple que ça, dit John en se retournant vers la fenêtre. Mon frère a passé 18 mois à transformer tout ce que j'avais construit en une machine conçue pour générer de la richesse tout en conservant l'apparence d'une responsabilité sociale. Il a éliminé les programmes qui aidaient réellement les gens et les a remplacés par des dons très médiatisés qui permettent au conseil d'administration de se sentir bien dans sa peau. Anne regarda John appuyer sa paume contre la vitre, contemplant la ville en contrebas. De cette hauteur, les gens sur les trottoirs ressemblaient à des fourmis, insignifiants et faciles à ignorer. Elle se demanda si cette perspective faisait partie du problème, si l'élévation physique de la richesse conduisait naturellement à une déconnexion émotionnelle des difficultés en contrebas. « J'ai passé 6 mois dans ce refuge, » continua John, la voix lourde de souvenirs. J'ai vu des gens qui avaient tout perdu lutter pour conserver leur dignité alors qu'ils étaient pris en charge par un système qui les considérait comme des statistiques plutôt que comme des êtres humains. J'ai vu des enfants se coucher le ventre vide parce que les fonds destinés à l'extension des services de restauration avaient été supprimés. J'ai vu des personnes âgées devoir choisir entre se chauffer et se nourrir parce que le programme d'aide au chauffage avait été supprimé pour des raisons d'efficacité budgétaire. Il se retourna vers Blackstone et Anne vit dans ses yeux quelque chose qui lui fit comprendre pourquoi cet homme avait réussi à bâtir un empire à partir de rien. Ce n'était pas seulement son intelligence, sa cruauté ou son sens des affaires, c'était une combinaison de ses qualités et d'autres choses, quelque chose qui avait été affiné et endurci par 18 mois de véritable souffrance. « Il faut arrêter Thomas, » dit John, et sa voix était sans appel. Il ne suffit pas de l'empêcher de vendre l'entreprise, il faut le démettre de toute fonction d'autorité. Tout ce qu'il a fait doit être défait, toutes les décisions qu'il a prises doivent être annulées, tous les programmes qu'il a supprimés doivent être rétablis. Blackstone se cala dans son fauteuil et Anne vit qu'il réfléchissait aux implications de la proposition de John. « Vous parlez d'une révolution complète au sein de l'entreprise ? Le conseil d'administration ne soutiendra pas un tel bouleversement, surtout lorsque Thomas a obtenu d'aussi bons résultats financiers. » « Alors je remplacerai le conseil d'administration, » répondit simplement John. « Je détiens toujours 51% des actions avec droit de vote de l'entreprise. Thomas a peut-être le contrôle opérationnel, mais c'est moi qui ai le pouvoir ultime. »« Tu avais le pouvoir ultime, » corrigea gentiment Blackstone. « John, tu as été déclaré légalement mort. Vos actions ont été transférées à une fiducie administrée par Thomas en tant qu'héritier désigné. Les complications juridiques, à elles seules, peuvent être résolues, l'interrompit John. Je ne suis évidemment pas mort. Je peux prouver mon identité grâce à des tests ADN, des empreintes digitales, des connaissances personnelles que je suis le seul à posséder. Le système judiciaire est peut-être lent, mais il n'est pas stupide. » Anne se surprit à réfléchir à l'ampleur de ce dont elle était témoin. Il ne s'agissait pas seulement d'un conflit commercial ou familial, c'était une bataille pour l'âme d'un empire de plusieurs milliards de dollars, un combat entre deux visions complètement différentes de la manière dont la richesse et le pouvoir devraient être utilisés. « Même si vous pouvez prouver votre identité, » dit Blackstone, « même si vous pouvez reprendre le contrôle légal de vos actions, Thomas a passé 18 mois à établir des relations, à consolider son soutien et à créer un réseau d'alliés dans toute l'entreprise. Vous ne vous battrez pas seulement contre lui, mais contre tout un système qui est devenu dépendant de son leadership. » John se dirigea vers le bureau de Blackstone et prit l'un des rapports financiers, feuilletant les pages de tableaux et de graphiques qui représentaient le succès remporté par Thomas. « Jonathan, j'ai déjà construit cette entreprise une fois. Je peux la démolir et la reconstruire si nécessaire. » Sa voix trahissait une confiance absolue, mais Anne pouvait y déceler autre chose. Pas exactement du doute, mais la conscience de l'énorme défi auquel il était confronté. 18 mois, c'était long dans le monde de l'entreprise. Des relations s'étaient nouées, des loyautés s'étaient établies et des systèmes avaient été mis en place qui résisteraient au changement. « Il y a encore une chose, » dit Blackstone, et sa réticence à continuer était évidente.
Thomas ne prévoit pas seulement de vendre à Meridian Capital, il prévoit de fusionner la fondation caritative existante de Williams avec leur branche, créant ainsi ce qu'il appelle une organisation philanthropique plus efficace et plus influente. John posa le rapport financier avec beaucoup de précautions, ses mouvements précis et contrôlés. Il prévoit de supprimer complètement la fondation. Pas éliminer, dit rapidement Blackstone, absorber, intégrer. Il prétend que cela permettra de mener des projets à plus grande échelle, d'avoir un impact plus significatif. Plus de contrôle, termina John, plus d'opportunités d'orienter les dons caritatifs vers des causes qui profitent aux autres intérêts commerciaux de Meridian. Plus de chances d'utiliser la philanthropie comme un outil d'expansion commerciale plutôt que comme un véritable impact social. Les pièces du puzzle s'assemblaient désormais et Anne pouvait voir le tableau complet de ce que Thomas avait construit. Il ne s'agissait pas seulement de vendre une entreprise ou de maximiser les profits. Il s'agissait de transformer le travail de toute une vie de John en quelque chose de complètement différent, quelque chose qui servait les intérêts de l'entreprise plutôt que les besoins humains. « Combien de temps me reste-t-il » demanda John, et il y avait une nouvelle urgence dans sa voix. « Les documents de fusion doivent être signés vendredi prochain », répondit Blackstone. « Dans une semaine à compter d'aujourd'hui. Une fois ces contrats signés, il sera exponentiellement plus difficile, voire impossible, de revenir en arrière. » John acquiesça, et Anne vit qu'il réfléchissait à ce calendrier, calculant ce qui devait être fait et à quelle vitesse cela pouvait être accompli. « Nous avons donc 6 jours pour ressusciter un homme mort et organiser une révolution d'entreprise. » Il se dirigea vers la salle de bain privée de Blackstone, puis s'arrêta sur le seuil. « Jonathan, j'ai besoin que vous passiez quelques appels discrètement. Je veux savoir qui, au sein du conseil d'administration, serait prêt à entendre raison et je veux savoir exactement ce que Thomas a promis à Meridian en échange de son soutien. »« John, dit Blackstone, et il y avait presque une supplication dans sa voix. Es-tu absolument certain de cela ? Une fois que tu te seras révélé, une fois que tu auras défié Thomas publiquement, il n'y aura plus de retour en arrière possible. Cela détruira définitivement ta relation avec ton frère. » John resta silencieux pendant un long moment et Anne pouvait voir qu'il réfléchissait sérieusement à la question. Lorsqu'il reprit la parole, sa voix portait le poids de 18 mois de sagesse durement acquise. « Jonathan, ma relation avec Thomas a été détruite au moment où il a décidé d'utiliser ma mort apparente comme une occasion de démanteler tout ce qui m'était cher. Ce que je prévois de faire n'a rien à voir avec la vengeance ou la politique familiale. Il s'agit des milliers de personnes dont la vie a été détériorée par ces décisions. » Il disparut dans la salle de bain, laissant Blackstone seul face à l'énormité de ce qui allait se dérouler. Anne réalisa qu'elle était toujours debout près de la porte, qu'elle avait retenu son souffle pendant la majeure partie de la conversation, qu'elle était sur le point d'assister à l'une des batailles d'entreprise les plus dramatiques de l'histoire récente. Le bruit de l'eau qui coulait provenait de la salle de bain. Et Anne pouvait imaginer John Williams effaçant 18 mois de tromperie soigneusement entretien, se préparant à retrouver une identité que le monde croyait enterrée. Dans 6 jours, l'homme sans abri avec lequel elle avait partagé à contre-cœur un ascenseur allait soit retrouver son empire, soit le voir disparaître à jamais. La transformation qui émergea de la salle de bain privée de Blackstone 21 minutes plus tard était tout simplement miraculeuse. Anne s'était discrètement postée près de la réception, faisant semblant de consulter des documents sur son téléphone alors qu'elle attendait en réalité de voir ce qui allait se passer. Lorsque la porte de la salle de bain s'ouvrit, elle se retrouva face à un homme qui ne ressemblait que très vaguement au sans-abri qu'elle avait croisé dans l'ascenseur. Les vêtements en lambeaux et l'apparence négligée avaient disparu. À leur place se tenait John Williams, vêtu d'un costume anthracite parfaitement taillé qui semblait avoir attendu son retour. Ses cheveux argentés étaient désormais soigneusement coiffés, son visage rasé de près. Et la montre de luxe à son poignet reflétait la lumière avec une autorité discrète. Mais il ne s'agissait pas seulement d'une transformation physique. Toute son attitude avait changé, dégageant une présence qui imposait le respect sans le demander. « Mon Dieu !» souffla Blackstone en se levant de sa chaise alors que John rentrait dans le bureau. « Vous êtes exactement le même. C'est comme si les 18 derniers mois n'avaient jamais existé. » « Ils ont existé, » répondit John en ajustant ses boutons de manchette avec une aisance acquise par l'habitude. Chaque jour de ces 18 mois. Mais il est maintenant temps de mettre cette expérience à profit. Il se dirigea à nouveau vers la fenêtre, mais cette fois, sa posture était différente. Il se tenait debout, comme un homme surveillant son domaine plutôt que contemplant son exil. Blackstone prit son téléphone, les doigts suspendus, au-dessus du clavier.
Qui voulez-vous que j'appelle en premier ? Commence par Elizabeth Chen, dit John sans se retourner. Elle a toujours été la membre la plus pragmatique du conseil d'administration et elle n'a jamais vraiment fait confiance à la stratégie d'expansion agressive de Thomas. Si quelqu'un est prêt à écouter la voix de la raison, c'est bien elle. Le cœur d'Anne fit un bond à l'évocation de ce nom. Elizabeth Jones était la supérieure hiérarchique de son patron, une femme dont la réputation de femme d'affaires avisée n'avait d'égal que son légendaire souci du détail. Si John avait l'intention de la contacter directement, Anne comprit qu'elle était sur le point d'assister à une guerre d'entreprise au plus haut niveau. Elizabeth pourrait être compréhensive, admit Blackstone en composant le numéro. Mais John, vous devez comprendre que Thomas a été très convaincant au cours des 18 derniers mois. Il s'est positionné comme la main ferme qui a sauvé l'entreprise du chaos après votre disparition. De nombreux membres du conseil d'administration croient sincèrement qu'il protège votre héritage. Mon héritage, répéta John avec une ironie amère dans la voix. Dites-moi, que prétend Thomas exactement être mon héritage ? Blackstone leva un doigt lorsque son appel fut connecté, puis parla d'un ton vif et professionnel qu'il utilisait pour les affaires importantes. Elizabeth, c'est Jonathan Blackstone, je dois vous voir immédiatement. Il y a eu un développement concernant la fusion avec Meridian qui nécessite votre attention immédiate. Il fit une pause pour écouter. Non, cela ne peut pas attendre la réunion prévue. Je parle de quelque chose qui pourrait invalider toute la transaction. Une autre pause, 1 heure. Mon bureau. Et Elizabeth, cette conversation doit rester strictement confidentielle jusqu'à ce que nous puissions en déterminer toutes les implications. Il raccrocha le téléphone et regarda John avec un mélange d'anticipation et d'appréhension. Elle sera là dans 1 heure. Mais John, dès qu'Elizabeth saura que vous êtes en vie, la nouvelle se répandra rapidement dans le milieu financier. Thomas saura en quelques heures que sa position est menacée. Tant mieux, dit John en se détournant de la fenêtre avec un sourire froid et sans chaleur. Qu'il le sache, qu'il se démène pour renforcer ses défenses. Un homme qui opère sous de faux prétextes depuis 18 mois ne supportera pas bien la pression. Anne observait cet échange avec une fascination grandissante. Elle était témoin de l'esprit stratégique qui avait bâti un empire de plusieurs milliards de dollars à partir de rien, calculant les coups et les contre-coups avec la précision d'un grand maître d'échecs. Mais il y avait autre chose dans l'attitude de John à présent, quelque chose qui n'était pas là lors de sa conversation précédente avec Blackstone. Il y avait une froideur, une détermination impitoyable qui semblait avoir été forgée dans le creuset de ces mois passés dans la rue. « Et les autres membres du conseil d'administration » demanda Blackstone en sortant un carnet d'adresses relié en cuir. David Rodriguez a été l'un des plus fervents partisans de Thomas. Patricia Hawthorne est restée discrète, mais elle a généralement soutenu la fusion. Et Michael Foster a activement fait campagne en faveur de l'accord avec Meridian. John se dirigea vers le bureau de Blackstone et sortit un bloc-notes sur lequel il esquissa ce qui ressemblait à un organigramme à coups rapides et assurés. « Rodriguez peut être acheté, dit-il d'un ton neutre. Son entreprise de construction a 3 contrats importants avec nos filiales. Rappelez-lui que ces relations pourraient devenir très compliquées s'il se retrouve du mauvais côté de cette transition. » Anne ressentit un frisson en entendant John parler avec désinvolture de l'utilisation des relations commerciales comme d'armes. Ce n'était pas le philanthrope compatissant auquel elle s'attendait d'après ses propos précédents sur l'aide aux sans-abri. C'était un homme qui comprenait le pouvoir et n'avait pas peur de l'utiliser. Patricia Hawthorne est plus complexe, poursuivit John en ajoutant des notes à son tableau. Elle travaille dans l'entreprise depuis ses débuts, mais elle a toujours été réfractaire au risque. La clé avec Patricia est de démontrer que la stratégie de Thomas représente un risque plus important que le maintien du statu quo. « Et Foster ?» demanda Blackstone, même si son ton suggérait qu'il savait déjà que la réponse ne serait pas agréable. Le stylo de John s'arrêta sur le papier. Michael Foster s'est positionné pour occuper un poste de cadre supérieur dans la société fusionnée. Thomas lui a promis quelque chose, probablement un poste de vice-président ou un siège au conseil d'administration de Meridian. Cela le rend dangereux car il a un intérêt personnel à voir la fusion aboutir. La manière méthodique dont John analysait les motivations et les vulnérabilités de chaque membre du conseil d'administration était à la fois impressionnante et troublante. Anne se rendit compte qu'elle observait un maître manipulateur à l'œuvre, quelqu'un qui comprenait suffisamment bien la nature humaine pour prédire comment les gens réagiraient à différents types de pression. « Il y a autre chose dont nous devons discuter, » dit Blackstone, d'un ton plus grave. « Thomas ne s'est pas contenté de consolider son pouvoir au sein de l'entreprise. Il a également noué des relations externes.
se positionnant comme votre successeur légitime dans le monde des affaires au sens large. La fondation commémorative créée en votre nom a récolté plus de 50 millions de dollars, avec Thomas comme président. John serra le stylo dans sa main et Anne vit une véritable colère traverser son visage. Il a créé une fondation commémorative en mon nom ? La fondation commémorative John Williams pour le développement urbain, confirma Blackstone. Elle a été très bien accueillie dans les cercles philanthropiques. Thomas s'en est servi pour nouer des relations avec d'importants donateurs, des personnalités politiques et d'autres chefs d'entreprise. À bien des égards, elle est devenue plus importante que la fondation Williams d'origine. Les implications de cette révélation semblèrent frapper John comme un coup physique. Non seulement son frère avait pris le contrôle de son entreprise et démantelé ses programmes caritatifs, mais il avait également créé une nouvelle fondation qui utilisait le nom et la réputation de John pour faire avancer ses propres projets. Quel type de développement urbain lui demanda John, bien que son suggérait qu'il soupçonnait déjà la réponse. Principalement des projets de développement commercial dans des zones économiquement défavorisées, répondit Blackstone avec prudence. Des centres commerciaux, des complexes de bureaux, des lotissements résidentiels de luxe. La fondation fournit des fonds de démarrage pour des projets qui promettent de revitaliser des quartiers en difficulté. Gentrification, dit John d'un ton neutre. Il utilise mon nom pour financer des projets de gentrification qui vont déplacer les personnes que j'ai passé ma vie à essayer d'aider. Anne regarda John assimiler cette information, vit sa mâchoire se crisper sous l'effet d'une rage à peine contenue. Le sans-abri qui était entré dans l'ascenseur ce matin-là était animé par le désir de récupérer son entreprise. Le milliardaire qui se tenait devant elle était motivé par quelque chose de beaucoup plus puissant et dangereux, une colère légitime. Le projet Riverside District, poursuivit John, haussant le ton à chaque mot. C'est là que se trouve le plus grand campement de sans-abri de la ville. Thomas prévoit de développer cette zone, n'est-ce pas ? Le silence de Blackstone était une confirmation suffisante. John retourna à la fenêtre, mais cette fois, il appuya ses deux paumes contre la vitre, les épaules raides de tension. « Il ne cherche pas seulement à les déplacer, » dit John calmement. « Il cherche à les effacer complètement. Construire des condominiums de luxe et des centres commerciaux là où ils vivaient, puis feindre la surprise quand ils n'ont nulle part où aller. » Le téléphone sur le bureau de Blackstone sonna, interrompant le lourd silence qui s'était abattu sur le bureau. Il répondit avec son attitude professionnelle habituelle, mais Anne pouvait voir la tension dans sa posture. « Elisabeth est là », annonça-t-il après avoir raccroché. « Elle est en avance ?» John se détourna de la fenêtre et Anne vit que son expression avait encore changé. L'homme en colère qui avait contemplé les trahisons de son frère avait disparu, remplacé par le cadre froid et calculateur qui avait bâti un empire grâce à sa réflexion stratégique plutôt qu'à ses réactions émotionnelles. « Faites-la entrer » dit John en ajustant sa cravate avec une précision désinvolte qui témoignait de décennies de réunions à haut risque. « Et Jonathan, n'oubliez pas qu'Elisabeth ne sait pas dans quoi elle s'embarque, laissez-moi m'occuper de la révélation. » Anne comprit qu'elle devait partir avant l'arrivée d'Elizabeth Jones, mais elle hésita à quitter sa place près de la porte. Elle était témoin d'un événement historique, la renaissance d'une entreprise qui allait transformer l'une des sociétés les plus influentes de la ville. À contre-cœur, elle rassembla ses affaires et se dirigea vers l'ascenseur, jetant un dernier regard vers le bureau où John Williams s'apprêtait à reconquérir son empire. Les portes de l'ascenseur se refermaient lorsqu'elle entendit la voix d'Elizabeth Chen dans le couloir, claire et autoritaire, saluant la réceptionniste de Blackstone. Anne appuya sur le bouton de son étage, l'esprit envahi par tout ce dont elle avait été témoin. Elle avait une décision à prendre, garder le silence sur ce qu'elle avait vu ou trouver un moyen d'utiliser cette information pour faire avancer sa propre carrière. Lorsque l'ascenseur arriva à son étage, Anne avait fait son choix. Elle sortit son téléphone et commença à taper un message soigneusement rédigé à l'intention de son supérieur direct. Certaines opportunités étaient trop précieuses pour être ignorées et être la première à savoir que John Williams était revenu d'entre les morts en faisait certainement partie. Le parcours extraordinaire de John Williams, qui en 18 mois est passé de milliardaire à sans-abri avant de redevenir milliardaire, révèle une vérité profonde sur la richesse, le pouvoir et la dignité humaine. Sa descente volontaire dans la pauvreté n'était pas seulement une expérience de justice sociale, c'était une transformation complète qui a balayé toutes les idées reçues sur le fonctionnement du monde lorsque l'on n'a plus rien à perdre. L'homme qui est sorti de ces rues portait en lui les voix des oubliés,
la sagesse d'une souffrance authentique et la détermination inébranlable de reconstruire son empire sur la base d'une compréhension authentique plutôt que sur la philanthropie des salles de réunion. Parfois, il faut tout perdre pour découvrir ce qui compte vraiment, et parfois, la personne la plus puissante dans une pièce est celle qui se souvient de ce que l'on ressent lorsqu'on est invisible.